L'impensable vient de se produire dans l'océan Indien, et le monde entier retient son souffle. Madagascar vient d'humilier publiquement Emmanuel Macron en rejetant son ultimatum sur les îles Éparses, provoquant un séisme diplomatique sans précédent qui ébranle les fondations même de la politique africaine française. Si tu veux comprendre comment un petit pays insulaire a osé défier l'une des plus grandes puissances occidentales et pourquoi cet événement pourrait changer à jamais les relations entre l'Afrique et la France, laisse un like maintenant et abonne-toi car cette histoire va te stupéfier. L'océan Indien vient d'être le théâtre d'un séisme diplomatique sans précédent qui ébranle les fondations même de la politique africaine française. Dans une démonstration de courage politique rarissime, Madagascar a osé l'impensable en claquant la porte au nez de Paris, refusant catégoriquement de plier face aux exigences de l'Élysée. Ce geste audacieux marque une rupture historique qui résonne bien au-delà des frontières de la Grande Île, envoyant des ondes de choc à travers tout le continent africain et dans les chancelleries européennes. La France, habituée à dicter ses conditions à ses anciennes colonies, vient de découvrir amèrement qu'une nouvelle génération de leaders africains refuse désormais la soumission et revendique pleinement sa souveraineté. L'ultimatum imposé par Emmanuel Macron, loin de faire plier Antananarivo, a provoqué l'effet inverse, galvanisant un peuple déterminé à reprendre le contrôle de son destin. Cette confrontation dépasse largement le cadre d'un simple différend territorial, pour devenir le symbole d'une Afrique qui se réveille et refuse définitivement le néocolonialisme. La crise a atteint son paroxysme lorsque le nouveau pouvoir, militaire malgache, incarné par le colonel Michael Randrianandrina, a publiquement rejeté toutes les propositions françaises concernant les îles Éparses. Ces territoires, arrachés à Madagascar lors de l'indépendance et stratégiquement gardés par Paris depuis des décennies, représentent bien plus qu'un enjeu territorial. Ils symbolisent la continuité d'une domination coloniale déguisée, une plaie ouverte dans la conscience nationale malgache qui refuse obstinément de cicatriser. Le colonel Randrianandrina, officier respecté et patriote convaincu, a déclaré avec une fermeté inébranlable que Madagascar ne négocierait jamais sa souveraineté contre des promesses de partenariats économiques. Cette position radicale, qui aurait semblé impensable il y a quelques années encore, illustre parfaitement le changement profond qui s'opère dans les mentalités africaines. La génération actuelle refuse catégoriquement de reproduire les erreurs du passé et d'accepter les compromis humiliants que leurs prédécesseurs avaient été contraints de signer. Pour eux, la dignité nationale n'a pas de prix et ne peut être bradée contre quelques avantages économiques temporaires. L'ascension du colonel Randrianandrina au pouvoir représente en elle-même une révolution dans la politique malgache, traditionnellement marquée par la complaisance envers les intérêts étrangers. Issu de l'unité d'élite CAPSAT et jouissant d'une réputation irréprochable au sein des forces armées, cet officier incarne une nouvelle vision de la souveraineté nationale. Sa prise de pouvoir, soutenue massivement par une jeunesse exaspérée et des militaires patriotes, n'était pas un coup d'État classique, mais plutôt une insurrection populaire orchestrée contre un système politique corrompu et soumis aux diktats étrangers. Le président déchu Andry Rajoelina, longtemps considéré comme un allié fidèle de Paris, a été dépossédé de son passeport malgache dans un geste hautement symbolique qui signifiait l'effacement complet de l'ancien ordre. Cette décision, radicale, a envoyé un message clair, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. L'ère de la complaisance et de la collaboration avec les puissances étrangères était définitivement révolue. Les Malgaches, trop longtemps maintenus dans une dépendance économique et politique, venaient de reprendre leur destin en main. La réaction française à ce bouleversement politique révèle l'ampleur du choc ressenti par les élites parisiennes, habituées à maintenir leur influence sur leurs anciennes colonies africaines. L'Élysée, prise au dépourvu par la rapidité et la détermination du nouveau régime malgache, a d'abord tenté d'imposer sa volonté par la voie diplomatique classique. Emmanuel Macron, convaincu que Madagascar finirait par céder comme tant d'autres pays africains avant elle, a fixé un ultimatum jugé particulièrement arrogant par les autorités d'Antananarivo. Selon les termes proposés, Madagascar aurait dû accepter un régime de cogestion des îles Éparses, arrangement qui aurait permis à la France de conserver son contrôle effectif sur ses territoires stratégiques tout en accordant quelques miettes symboliques au gouvernement malgache.
Cette proposition, présentée comme un compromis généreux par Paris, a été perçue à Antananarivo comme une insulte supplémentaire et une preuve flagrante du mépris persistant de la France envers la souveraineté malgache. Le rejet catégorique de cet ultimatum a plongé l'Élysée dans une confusion profonde. Les conseillers présidentiels ne parvenant pas à concevoir qu'un pays africain puisse oser défier ouvertement la puissance française. La ministre des Affaires étrangères malgache, Rahafari Vitafika Razata, a joué un rôle crucial dans cette confrontation diplomatique historique. Femme d'État déterminée et excellente communicatrice, elle a su articuler avec une clarté remarquable les revendications légitimes de son pays devant la communauté internationale. Lors d'une conférence de presse mémorable qui a fait le tour des médias africains et internationaux, elle a prononcé des mots qui resteront gravés dans l'histoire diplomatique du continent. En affirmant que Madagascar exigeait non seulement la restitution totale des îles éparses, mais également des réparations substantielles pour des décennies d'exploitation économique illégale, elle a franchi un Rubicon psychologique que peu de diplomates africains avaient osé traverser auparavant. Son discours, empreint de dignité et de fermeté, a électrisé l'opinion publique africaine qui y a vu enfin une voix capable d'exprimer clairement les frustrations accumulées pendant des générations. Les images de cette femme africaine, tenant tête à la puissance française, ont circulé sur tous les réseaux sociaux, devenant instantanément virales et inspirant des millions de jeunes Africains à travers le continent. Le mouvement populaire qui a porté le colonel Randrianandrina au pouvoir, baptisé la Révolution Gène, illustre parfaitement le rôle décisif de la jeunesse africaine dans les transformations politiques actuelles du continent. Cette génération, connectée, éduquée et consciente de ses droits, refuse catégoriquement de répéter les erreurs du passé. Fatiguée des promesses non tenues, exaspérée par la corruption endémique et révoltée par la soumission continue aux intérêts étrangers, elle a décidé de prendre les choses en main. Les manifestations massives qui ont secoué Antananarivo n'étaient pas de simples protestations spontanées, mais plutôt l'expression organisée d'une volonté collective de changement radical. Ces jeunes malgaches, armés de leurs smartphones et de leur détermination, ont documenté chaque étape de leur lutte, créant une narration alternative puissante qui a contrebalancé la propagande pro-française. Leur mobilisation, soutenue stratégiquement par des éléments patriotes de l'armée, a créé une dynamique irrésistible qui a balayé l'ancien régime. Cette alliance entre jeunesse civile et militaires nationalistes représente un modèle potentiellement reproductible dans d'autres pays africains encore sous influence néocoloniale. L'annulation du passeport d'Andry Rajoelina par le nouveau gouvernement constitue un acte de justice symbolique d'une portée considérable pour le peuple malgache. Cet ancien président, arrivé au pouvoir avec le soutien de réseaux proches de Paris, incarnait parfaitement le modèle du leader africain complice des intérêts étrangers. Pendant des années, sa gouvernance avait été marquée par une complaisance excessive envers les demandes françaises et une gestion économique désastreuse qui avait appauvri la population tout en enrichissant une élite corrompue. Les autorités malgaches ont révélé des documents et des archives démontrant l'étendue des liens compromettants entre Rajoelina et des conseillers étrangers, exposant ainsi au grand jour les mécanismes de manipulation politique qui avaient maintenu le pays dans la dépendance. Cette transparence brutale, loin d'être un simple règlement de compte politique, visait à éduquer la population sur les mécanismes subtils de la domination néocoloniale. En dépouillant symboliquement Rajoelina de sa nationalité malgache, le nouveau régime envoyait un message sans équivoque. Ceux qui trahissent les intérêts fondamentaux de leur nation au profit de puissances étrangères ne méritent pas d'appartenir à cette nation. La stratégie de communication du colonel Randrianandrina s'est révélée particulièrement efficace pour mobiliser l'opinion publique nationale et gagner le soutien de la communauté internationale africaine. Contrairement aux leaders africains traditionnels qui cherchaient systématiquement à ménager les susceptibilités occidentales, le nouveau président malgache a opté pour une approche radicalement différente basée sur la franchise et la fermeté. Ses discours dépourvus de la langue de bois diplomatique habituelle parlaient directement au cœur du peuple malgache en utilisant un langage simple mais puissant. Les îles éparses constituaient le cœur battant de ce conflit diplomatique historique
qui oppose Madagascar à la France dans une lutte acharnée pour la souveraineté et le contrôle des ressources naturelles. Cet archipel apparemment insignifiant, composé de quelques îlots dispersés dans le canal du Mozambique, représente en réalité un enjeu géopolitique et économique colossal dont les implications dépassent largement le cadre d'un simple différend territorial bilatéral. Europa, Bassas da India, Juan de Nova et les Glorieuses, ces noms exotiques évoquent des terres lointaines et mystérieuses, mais derrière cette apparence romantique se cache une réalité brutale de domination néocoloniale et d'exploitation systématique des richesses africaines. Ces territoires minuscules, totalement inhabités et apparemment dépourvus de valeur intrinsèque, contrôlent en réalité une zone économique exclusive gigantesque qui s'étend sur plus de 350 000 km² d'océan. Cette immense étendue maritime recèle des trésors naturels d'une valeur inestimable, qui attise les convoitises des grandes puissances mondiales et explique l'acharnement de la France à maintenir son contrôle sur ces territoires, malgré leur illégalité manifeste au regard du droit international. La bataille pour les îles éparses n'est donc pas une querelle archaïque sur quelques rochers perdus dans l'océan, mais bien un combat crucial pour le contrôle des ressources du XXIe siècle. L'histoire de l'appropriation française de ces territoires constitue un cas d'école parfait, illustrant les mécanismes subtils du néocolonialisme moderne et la manière dont les puissances occidentales ont systématiquement vidé de leur substance les indépendances africaines. Lorsque Madagascar a obtenu son indépendance formelle, la France a orchestré une manœuvre juridique cynique en détachant administrativement les îles éparses du territoire malgache quelques mois seulement avant la proclamation officielle de cette indépendance. Cette manipulation légale, réalisée en toute discrétion et sans consultation aucune de la population malgache, permettait à Paris de maintenir son emprise sur ces zones stratégiques, tout en accordant une indépendance du face-façade à Madagascar. Les autorités coloniales françaises savaient pertinemment que ces îles, apparemment sans valeur à l'époque, recélèrent des richesses considérables et occupaient une position stratégique cruciale sur les routes maritimes mondiales. Les rattachant artificiellement au territoire français de la Réunion, la France s'assurait de pouvoir exploiter librement ses ressources sans avoir à rendre de compte au nouveau gouvernement malgache indépendant. Cette stratégie de dépossession territoriale n'était pas unique à Madagascar, mais s'inscrivait dans un schéma plus large de maintien de l'influence française en Afrique, malgré la décolonisation formelle. Les enjeux économiques liés au contrôle des îles éparses dépassent l'imagination et expliquent pas parfaitement pourquoi la France refuse obstinément toute négociation sérieuse sur leur restitution à Madagascar. Les estimations géologiques les plus récentes révèlent que les fonds marins entourant ces îles contiendraient des réserves pétrolières colossales pouvant atteindre 17 milliards de barils de pétrole brut, une quantité astronomique qui placerait potentiellement Madagascar parmi les grands producteurs mondiaux d'hydrocarbures. Les réserves de gaz naturel seraient encore plus impressionnantes, avec des estimations dépassant 167 000 milliards de pieds cubes, suffisamment pour alimenter l'Europe entière pendant plusieurs décennies. Ces chiffres vertigineux prennent une dimension encore plus critique dans le contexte actuel de transition énergétique mondiale, où les pays européens cherchent désespérément à sécuriser leurs approvisionnements en hydrocarbures pour compenser leur dépendance réduite vis-à-vis de la Russie. Au-delà des hydrocarbures traditionnels, les fonds marins de cette zone recèlent également des nodules polymétalliques extrêmement riches en cobalt, manganèse et nickel, métaux rares absolument essentiels pour la fabrication des batteries électriques et des technologies numériques modernes. La valeur stratégique de ces ressources minérales sous-marines ne peut être surestimée dans un contexte mondial où la demande pour ces métaux explose littéralement en raison de la révolution des véhicules électriques et des énergies renouvelables. La dimension géostratégique du contrôle des îles éparses rivalise d'importance avec les considérations purement économiques dans l'explication de l'acharnement français à maintenir sa présence dans cette région. Ces territoires occupent en effet une position absolument cruciale sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées de la planète, le canal du Mozambique, passage obligé pour une proportion considérable du commerce mondial entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Des centaines de navires transportant du pétrole, du gaz naturel liquéfié,
Des conteneurs de marchandises et des matières premières traversent quotidiennement ce détroit stratégique, faisant de cette zone un point de contrôle majeur du commerce maritime international. La présence militaire française sur les îles Éparses, même si elle reste modeste en apparence avec quelques détachements de la Marine nationale, confère à Paris un avantage stratégique considérable dans la surveillance et potentiellement le contrôle de ce trafic maritime vital. Cette capacité de projection militaire dans l'océan Indien, région devenue l'un des principaux théâtres de la compétition géopolitique mondiale entre les grandes puissances, représente un atout précieux que la France n'a aucune intention d'abandonner volontairement. Les installations françaises, bien que relativement discrètes, permettent une surveillance continue des mouvements navals et constituent une base arrière potentielle pour des opérations militaires dans toute la région. La résistance légale et diplomatique de Madagascar face à cette occupation illégale s'inscrit dans un combat de longue haleine qui dure maintenant depuis plus de 6 décennies, sans aboutir à une résolution satisfaisante malgré les multiples tentatives de négociation. Le gouvernement malgache n'a jamais accepté cette spoliation territoriale et a systématiquement contesté la légalité de la présence française sur ces îles devant toutes les instances internationales disponibles. Cette persévérance diplomatique a fini par porter ses fruits lorsque les Nations Unies ont adopté une résolution historique reconnaissant explicitement la légitimité des revendications malgaches et appelant la France à entamer un processus de restitution de ces territoires à leurs propriétaires légitimes. Cette reconnaissance internationale, obtenue après des années de lobbying diplomatique intense, constituait une victoire morale importante pour Madagascar, mais restait largement symbolique tant que Paris refusait obstinément de mettre en œuvre les recommandations onusiennes. Les gouvernements malgaches successifs, souvent faibles et dépendants de l'aide française, n'avaient ni la capacité ni véritablement la volonté politique de forcer la main à Paris sur cette question sensible. Les négociations bilatérales organisées sporadiquement aboutissaient systématiquement à des impasses, la France proposant au mieux des arrangements de cogestion qui auraient perpétué son contrôle effectif sur ces territoires stratégiques. L'ultimatum, imposé par Emmanuel Macron à Antananarivo, représente l'acmé d'une arrogance néocoloniale qui ne trouve plus aucun écho favorable dans l'Afrique contemporaine et qui explique l'ampleur de la réaction malgache. Le président français, manifestement convaincu de pouvoir dicter ses conditions à un petit pays africain supposément faible et dépendant, a commis une erreur d'appréciation monumentale en sous-estimant la détermination du nouveau régime malgache et la profondeur du sentiment national sur cette question. Les termes de cet ultimatum, considéré comme particulièrement insultant par les autorités d'Antananarivo, proposait essentiellement que Madagascar accepte un accord de cogestion des îles Éparses qui aurait permis à la France de conserver tous les avantages réels du contrôle de ces territoires, tout en accordant quelques miettes symboliques au gouvernement malgache. Cette proposition, emballée dans un langage diplomatique poli mais fondamentalement condescendant, reflétait parfaitement la mentalité néocoloniale persistante des élites françaises qui continuent de considérer l'Afrique comme leur arrière-cour légitime. Le ton paternaliste employé par Macron, suggérant implicitement que Madagascar devrait être reconnaissant des opportunités de partenariat économique offertes en échange de l'abandon de ses revendications territoriales légitimes, a profondément choqué non seulement les dirigeants malgaches, mais également l'opinion publique africaine dans son ensemble. Le rejet public et catégorique de l'ultimatum français par le gouvernement malgache constitue une humiliation diplomatique d'une ampleur historique pour Paris, marquant potentiellement le début d'un déclin irréversible de l'influence française en Afrique. Cette gifle symbolique administrée par un petit pays insulaire africain à l'une des principales puissances occidentales résonne comme un coup de tonnerre dans les chancelleries européennes et africaines, signalant que les règles du jeu diplomatique ont fondamentalement changé sur le continent noir. L'image de puissance bienveillante et de partenaires privilégiés que la France s'efforçait de maintenir en Afrique, malgré les critiques croissantes, s'est brutalement fissurée face à la détermination malgache. Les diplomates français, habitués à négocier dans une position de force avec leurs homologues africains, se sont retrouvés désemparés face à un interlocuteur qui refusait simplement de jouer
selon les règles établies du néocolonialisme subtil. Cette perte de contrôle narratif et diplomatique représente bien plus qu'un simple échec tactique dans une négociation bilatérale. Elle symbolise l'effondrement progressif de tout un système de domination patiemment construit depuis les indépendances africaines formelles. L'Élysée, confronté à cette réalité nouvelle, oscille entre l'incrédulité, la colère et une tentative désespérée de minimiser la portée de cet affront public. La décision du gouvernement malgache de saisir la Cour internationale de justice pour exiger des réparations financières substantielles représente une escalade juridique sans précédent dans les relations franco-africaines qui pourrait créer un dangereux précédent pour Paris. Cette démarche audacieuse place la France dans une position extrêmement inconfortable sur la scène internationale, l'obligeant potentiellement à répondre devant une instance judiciaire mondiale de ces pratiques néocoloniales dans l'océan Indien. Les autorités malgaches ont méthodiquement documenté pendant des années l'exploitation illégale des ressources naturelles dans les eaux territoriales entourant les îles éparses, compilant des preuves irréfutables de l'extraction pétrolière, de la pêche industrielle intensive et de l'exploration minière sous-marine menée par des entreprises françaises sans aucun accord avec Madagascar. Cette documentation exhaustive, présentée désormais devant la justice internationale, chiffre les dommages économiques subis par Madagascar à plusieurs dizaines de milliards d'euros, somme astronomique qui inclurait non seulement la valeur des ressources directement exploitées, mais également les revenus fiscaux perdus et les opportunités de développement économique manquées. L'audace de cette réclamation financière massive sidère les juristes internationaux et les économistes, créant un débat passionnant sur la possibilité de quantifier précisément le coût du néocolonialisme et d'obtenir réparation pour des décennies d'exploitation systématique. La réaction française, face à cette offensive juridique malgache, révèle toute l'ampleur du malaise et de la panique qui se sont emparés des cercles du pouvoir parisien, confrontés à une situation totalement inédite. L'Élysée a immédiatement convoqué une réunion d'urgence du Conseil de défense, instance habituellement réservée aux crises sécuritaires majeures, témoignant ainsi du niveau de gravité accordé à cette affaire par les plus hautes autorités de l'État français. Les conseillers présidentiels, dépassés par la rapidité des événements et l'audace malgache, ont qualifié cette saisine judiciaire d'acte de rupture sans précédent, et certains médias français, fidèles relais de la pensée néocoloniale dominante, ont même évoqué une dérive autoritaire du nouveau régime d'Antananarivo. Cette tentative de discrédit du gouvernement malgache, stratégie classique utilisée pour délégitimer les leaders africains récalcitrants, s'est cependant avérée largement inefficace face à l'enthousiasme populaire que suscitait cette confrontation à travers tout le continent africain. Emmanuel Macron lui-même, selon plusieurs fuites diplomatiques soigneusement distillées, aurait qualifié la décision malgache d'insulte personnelle à la France, révélant ainsi la dimension émotionnelle et presque irrationnelle de la réaction française face à ce défi inacceptable à son hégémonie régionale. Cette personnalisation excessive du conflit par le président français témoigne d'une incapacité profonde à comprendre que les dynamiques en jeu dépassent largement les personnes pour toucher au fondement même des relations postcoloniales entre la France et l'Afrique. La panique diplomatique qui s'est propagée dans les couloirs du Quai d'Orsay illustre parfaitement l'impréparation totale des élites françaises face à l'émergence d'une nouvelle génération de leaders africains déterminés à rompre définitivement avec les pratiques néocoloniales. Les diplomates français, formés pendant des décennies à gérer leurs relations africaines, selon un modèle paternaliste bien établi, où Paris fixait les règles du jeu et les capitales africaines finissaient toujours par s'y conformer moyennant quelques compensations symboliques, se retrouvent totalement désemparés face à des interlocuteurs qui refusent simplement de participer à cette comédie diplomatique. Les méthodes traditionnelles de pression française, combinant menaces économiques voilées, manipulation des élites locales et isolation diplomatique, semblent avoir perdu toute efficacité face à un régime malgache qui a fait le pari stratégique de la confrontation ouverte et assume pleinement les risques associés. Cette obsolescence des outils de la France-Afrique traditionnelle plonge le ministère français des Affaires étrangères dans une crise existentielle profonde, l'obligeant à repenser entièrement son approche des relations avec le continent africain.
Les analystes politiques français les plus lucides commencent à reconnaître publiquement que la perte d'influence de leur pays en Afrique n'est pas un phénomène temporaire réversible, mais bien une tendance structurelle profonde qui reflète l'émergence d'une Afrique nouvelle, confiante et souveraine. Le soutien massif apporté par les chancelleries africaines à la position malgache transforme ce qui aurait pu rester un conflit bilatéral localisé en une remise en question générale de la présence française en Afrique et des pratiques néocoloniales persistantes. L'Union africaine, organisation longtemps critiquée pour sa tiédeur face aux puissances occidentales et son incapacité à défendre fermement les intérêts continentaux, a surpris les observateurs en adoptant une position remarquablement ferme en faveur de Madagascar. Cette prise de position courageuse, impensable il y a quelques années encore, reflète l'évolution profonde des mentalités au sein des élites politiques africaines et la pression croissante exercée par les opinions publiques nationales pour une politique extérieure plus assertive. La SADC, Organisation régionale d'Afrique australe, a été encore plus loin en adoptant une résolution explicite demandant à la France de respecter les décisions des Nations Unies et de restituer immédiatement les îles Éparses à Madagascar. Ce front africain uni, extrêmement rare sur des questions aussi sensibles, impliquant une grande puissance occidentale, crée une dynamique politique puissante qui isole diplomatiquement la France et renforce considérablement la position de négociation malgache. Les chancelleries africaines, même celles traditionnellement proches de Paris, calculent désormais qu'il est politiquement plus coûteux de soutenir ouvertement la France dans ce conflit que de manifester une solidarité africaine dont leurs propres opinions publiques sont de plus en plus demandeuses. L'orientation stratégique annoncée par le colonel Randrianandrina vers de nouvelles alliances avec les puissances émergentes constitue le cauchemar géopolitique ultime pour Paris et illustre parfaitement les conséquences concrètes de l'arrogance diplomatique française. En annonçant publiquement son intention de renforcer la coopération militaire avec la Russie et d'approfondir les partenariats économiques avec la Chine et l'Inde, le président malgache envoie un signal brutal aux autorités françaises. Madagascar dispose désormais d'alternatives crédibles et ne dépend plus exclusivement de la bienveillance parisienne pour assurer sa sécurité et son développement économique. Cette réorientation stratégique, loin d'être une simple posture rhétorique, s'accompagne d'initiatives concrètes incluant la signature d'accords préliminaires avec des entreprises chinoises pour l'exploration pétrolière offshore, des discussions avancées avec Moscou concernant la fourniture d'équipements militaires modernes et l'ouverture de négociations avec des investisseurs indiens intéressés par le développement des infrastructures portuaires malgaches. Cette diversification rapide des partenariats internationaux, facilitée par l'empressement des puissances émergentes à exploiter l'affaiblissement français, transforme Madagascar en terrain d'affrontement symbolique de la compétition géopolitique mondiale entre l'Occident et le reste du monde. La France découvre amèrement qu'elle ne dispose plus du monopole de l'influence à Madagascar et que ses tentatives de pression économique peuvent désormais être neutralisées par les offres alternatives proposées par Pékin ou Moscou. L'affaire des îles Éparses transcende largement le cadre d'un conflit territorial bilatéral pour devenir le catalyseur d'une transformation profonde des relations entre l'Afrique et le monde, marquant potentiellement le début d'une nouvelle ère de souveraineté authentique pour le continent. Ce qui se déroule actuellement entre Madagascar et la France constitue bien plus qu'une simple querelle diplomatique sur quelques îlots perdus dans l'océan Indien. Il s'agit d'un moment historique où un peuple africain affirme publiquement et sans ambiguïté son refus de continuer à accepter la domination déguisée des anciennes puissances coloniales. La détermination exemplaire du gouvernement malgache face aux pressions françaises envoie un signal puissant à travers tout le continent, démontrant qu'il est désormais possible pour les nations africaines d'opposer un non ferme aux diktats occidentaux sans nécessairement subir des représailles économiques ou politiques insurmontables. Cette prise de conscience collective, amplifiée par la mobilisation massive des opinions publiques africaines et la couverture médiatique internationale intensive, crée une dynamique psychologique nouvelle où la soumission traditionnelle aux anciennes métropoles coloniales apparaît de plus en plus comme un choix politique évitable plutôt qu'une fatalité géopolitique incontournable. Les jeunes générations africaines
connectée mondialement et consciente des opportunités qu'offre un monde multipolaire, refusent catégoriquement de reproduire les erreurs de leurs aînés et exigent de leurs dirigeants qu'ils défendent fermement les intérêts nationaux face aux pressions extérieures, quelles qu'elles soient. Le colonel Michael Randrianandrina, en exigeant non seulement la restitution des îles éparses, mais également des réparations financières substantielles pour des décennies d'exploitation illégale, a franchi un Rubicon psychologique que peu de leaders africains avaient osé traverser auparavant. Cette audace stratégique, loin d'être une posture rhétorique destinée à la consommation interne, s'accompagne d'une stratégie diplomatique sophistiquée visant à transformer Madagascar en symbole continental de la résistance au néocolonialisme occidental. Le président malgache a méthodiquement construit une coalition de soutien incluant les principales organisations régionales africaines, plusieurs chancelleries nationales influentes et même certaines puissances émergentes désireuses d'affaiblir la présence occidentale en Afrique. Cette approche multilatérale, combinant pression diplomatique internationale, mobilisation populaire continentale et diversification stratégique des partenariats économiques et sécuritaires, démontre une maturité politique remarquable et une compréhension profonde des dynamiques géopolitiques contemporaines. Le succès relatif de cette stratégie, mesuré par l'isolement diplomatique croissant de la France sur ce dossier et le soutien massif reçu de la communauté africaine, pourrait créer un modèle reproductible pour d'autres nations africaines, confrontées à des situations similaires de spoliation territoriale ou d'exploitation néocoloniale de leurs ressources naturelles. Les analystes politiques commencent déjà à évoquer l'émergence d'une école malgache de diplomatie souverainiste qui pourrait influencer durablement les pratiques diplomatiques africaines dans les décennies à venir. L'impact psychologique de cette confrontation sur les consciences africaines dépasse de loin les considérations purement diplomatiques ou économiques pour toucher au fondement même de l'identité collective continentale et du rapport à l'histoire coloniale. Dans les universités, les marchés, les cafés et sur les innombrables plateformes numériques qui structurent désormais la communication panafricaine, la résistance malgache face à la France est célébrée comme une revanche historique sur des siècles d'humiliation et de domination. Les images du colonel Randrianandrina refusant les ultimatums français circulent massivement accompagnées de commentaires enthousiastes et d'analyses passionnées qui replacent cet événement dans la longue histoire de la lutte africaine pour l'émancipation définitive. Cette appropriation populaire massive du symbole malgache témoigne d'une frustration continentale profonde vis-à-vis des relations post-coloniales jugées profondément inéquitables et d'une aspiration largement partagée à une rupture définitive avec les structures néocoloniales héritées des indépendances formelles. Les intellectuels africains, longtemps divisés entre afro-pessimistes résignés et afro-optimistes naïfs, trouvent dans l'exemple malgache une synthèse dialectique, nouvelle combinant réalisme géopolitique et volontarisme politique. Cette effervescence intellectuelle et populaire, amplifiée par les réseaux sociaux, permettant une mobilisation rapide et une coordination continentale inédite, crée un contexte favorable à l'émergence d'une nouvelle génération de leaders africains déterminés à rompre définitivement avec les pratiques du passé. Le parallèle évident entre la situation malgache et les bouleversements politiques récents au Sahel révèle l'existence d'une dynamique continentale profonde de rejet des tutelles étrangères et de revendication d'une souveraineté authentique. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali, en expulsant successivement les forces militaires françaises et en dénonçant les accords de défense hérités de la colonisation, ont ouvert une brèche psychologique majeure dans l'édifice apparemment inébranlable de la France-Afrique traditionnelle. Madagascar, en étendant cette logique de rupture à l'océan Indien et aux questions maritimes stratégiques, démontre que ce mouvement d'émancipation n'est pas circonscrit géographiquement au Sahel, ni thématiquement aux questions sécuritaires, mais constitue bien un phénomène continental touchant tous les aspects des relations postcoloniales. Cette convergence des trajectoires nationales vers une affirmation souveraine, plus marquée, malgré la diversité des contextes historiques et géopolitiques, suggère l'existence de causes structurelles profondes qui transcendent les particularités locales. L'échec patent des politiques de développement, promues par les institutions internationales occidentales,
la persistance scandaleuse des inégalités économiques entre l'Afrique et ses anciens colonisateurs, malgré des décennies de supposée coopération, et surtout l'émergence d'une jeunesse africaine éduquée, connectée et consciente des alternatives possibles, créent un contexte favorable à ces ruptures politiques radicales. Les régimes militaires sahéliens, comme le gouvernement malgache, bénéficient d'une légitimité populaire importante, précisément parce qu'ils incarnent cette volonté de rupture avec un ordre néocolonial jugé humiliant et économiquement désavantageux. L'inscription de Madagascar dans cette vague souverainiste continentale comporte cependant des spécificités importantes liées à sa géographie insulaire et à la nature maritime de ses revendications territoriales. Contrairement aux pays sahéliens dont les préoccupations sécuritaires dominaient initialement la rupture avec la France, Madagascar place au centre de sa confrontation avec Paris la question fondamentale du contrôle des ressources naturelles, maritimes et de la souveraineté économique. Cette dimension particulière élargit considérablement la portée potentielle du modèle malgache en démontrant que la lutte contre le néocolonialisme ne concerne pas uniquement les questions militaires ou politiques, mais touche aussi et surtout aux fondements économiques de la domination occidentale persistante en Afrique. Les immenses richesses pétrolières, gazières et minérales présentes dans les eaux territoriales entourant les îles éparses symbolisent parfaitement la manière dont les anciennes puissances coloniales ont systématiquement spolié l'Afrique de ses ressources naturelles pendant des décennies, sous couvert d'accords juridiquement douteux ou d'occupations territoriales illégitimes. En plaçant cette question au cœur de sa confrontation avec Paris, Madagascar ouvre potentiellement la voie à une remise en question généralisée de tous les arrangements économiques néocoloniaux qui continuent de priver les populations africaines des bénéfices légitimes de leurs propres richesses naturelles. Cette dimension économique de la lutte souverainiste malgache résonne particulièrement fort auprès des opinions publiques africaines qui constatent quotidiennement le paradoxe scandaleux de pays immensément riches en ressources naturelles, mais désespérément pauvres en termes de développement humain. La nouvelle génération africaine, souvent désignée sous l'appellation de génération connectée ou génération Z, joue un rôle absolument crucial dans cette transformation des mentalités et des pratiques politiques continentales. Merci pour tous vos commentaires qui enrichissent ce débat crucial sur l'avenir des relations franco-africaines. N'oublie surtout pas de laisser un like si cette analyse t'a ouvert les yeux sur la réalité du néocolonialisme moderne. Et voici le choc final que personne n'attendait. Madagascar vient d'annoncer qu'elle poursuivra la France devant la Cour internationale de justice pour réclamer des dizaines de milliards d'euros de réparation pour exploitation illégale de ses ressources naturelles. L'Afrique ne recule plus, elle contre-attaque. Reste connecté pour la suite de cette saga historique.